Le 2 mai 1945, alors que les restes noircis du centre de Berlin brûlaient encore, un message crypté intercepté par les stations alliées dans l'Atlantique Sud suscita un soupçon qui ne figurait pas dans les rapports de guerre officiels. Il ne s'agissait pas d'un communiqué de reddition ou d'un appel désespéré à des troupes encerclées. Il s'agissait d'une courte transmission, dans le code naval allemand, diffusée depuis une zone proche du cercle antarctique. À ce moment-là, le Troisième Reich avait cessé d'exister en tant qu'entité politique efficace, mais pas en tant qu'énigme stratégique. Avec la chute d'Hitler, confirmée par les Soviétiques, le monde attendait la fin de la guerre. Pour les dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique, cependant, le véritable conflit ne faisait que commencer. Les dernières semaines du Reich ont été caractérisées par une évacuation frénétique du personnel scientifique, des documents classifiés et des ressources stratégiques. L'amiral Karl Dönitz, successeur désigné d'Hitler, avait émis des ordres ambigus qui parlaient de « continuer à combattre à partir de nouveaux bastions », avec des mentions voilées de la forteresse de glace. Les archives de la Kriegsmarine révèlent qu'entre février et avril 1945, plusieurs sous-marins de type 21, équipés d'une technologie de propulsion avancée, sont partis des ports norvégiens pour des routes non divulguées. Les archives d'après-guerre confirment qu'au moins 2 d'entre eux sont apparus en Argentine des mois après la fin de la guerre, les équipages refusant de révéler leurs itinéraires. Dans le même temps, les États-Unis comprenaient que la capitulation allemande ne signifiait pas la cessation de la compétition militaire, mais le début d'une course pour s'approprier les connaissances scientifiques de l'ennemi vaincu. C'était l'opération Paperclip, au cours de laquelle des centaines d'ingénieurs, de physiciens et d'experts en armement ont été secrètement envoyés par avion pour travailler dans des laboratoires américains. L'URSS a répondu par sa propre opération de capture. Les 2 blocs sont sortis de la guerre non pas en tant qu'alliés contre le nazisme, mais en tant que rivaux sur un échiquier mondial qui commençait à s'étendre aux coins les plus reculés de la planète. La guerre était officiellement terminée en Europe, mais certains documents soviétiques mettaient en garde contre une retraite organisée de l'ennemi dans des régions non revendiquées. Le 11 mai 1945, le maréchal Georgi Zhukov déclara que certains éléments de l'État nazi ne se sont pas rendus, mais ont disparu du théâtre européen. Le même mois, les services de renseignement américains ont enregistré un rapport de l'ambassade d'Argentine en Suède, mettant en garde contre des négociations clandestines entre des responsables allemands et des gouvernements sud-américains pour faciliter les routes maritimes vers l'Atlantique Sud. Le nom de Neuschwabenland a commencé à circuler parmi les services de renseignement sans que personne ne puisse confirmer s'il s'agissait d'une véritable région, d'un refuge ou d'un code géopolitique. L'émergence du mythe antarctique n'a pas été spontanée, mais a résulté d'un contexte international qui se fracturait rapidement. La confiance entre les puissances alliées s'est évaporée en quelques semaines. L'URSS exigeait le contrôle de l'Europe de l'Est, tandis que les États-Unis se préparaient à affirmer leur suprématie dans tous les océans. Le général Dwight D. Eisenhower a déclaré en juin 1945 que aucun point de la planète ne peut être considéré comme non pertinent à l'ère qui commence. À partir de ce moment, des régions qui n'avaient jusqu'alors aucune importance stratégique ont commencé à être surveillées pour leur utilisation militaire potentielle. Dans ce scénario, l'Antarctique, ignoré pendant des siècles en raison de son apparente stérilité géographique, a acquis une valeur symbolique et géopolitique inhabituelle. Des archives britanniques déclassifiées révèlent que, dès la fin de l'année 1944, des rapports de renseignement indiquaient que des scientifiques allemands avaient montré un grand intérêt pour les phénomènes géothermiques détectés sous la glace polaire. L'amirauté britannique va jusqu'à établir des postes d'observation rudimentaires sur les îles proches de la péninsule antarctique sous le nom d'opération Tabarin, dans le but de surveiller les mouvements navals suspects. Bien qu'il s'agisse officiellement d'une mission météorologique, des documents internes parlent d'une possible activité ennemie en territoire polaire. Les derniers espoirs allemands n'étaient pas placés dans une victoire militaire conventionnelle, mais dans la possibilité de préserver ses connaissances scientifiques et de déplacer une partie de sa structure technique vers des régions inaccessibles. Hans Kammler, chef des programmes secrets de la SS liés aux armes avancées, a disparu entre avril et mai 1945.
Sa trace se perd après avoir quitté Prague dans un avion sans destination connue. Les services de renseignement américains, qui le considéraient comme l'un des hommes les plus dangereux du Reich, n'ont jamais été en mesure de confirmer sa capture ou sa mort, générant une vague de rumeurs sur sa fuite vers une zone de sécurité en dehors de l'hémisphère nord. Dans le même temps, l'US Navy a détecté des mouvements inhabituels de sous-marins non identifiés dans l'Atlantique. Plusieurs navires marchands ont signalé des lumières sous-marines, des transmissions codées et des apparitions fugaces de structures métalliques émergeant brièvement de l'eau puis disparaissant en direction du sud. La plupart de ces rapports ont été classés dans la catégorie « classification immédiate », car les États-Unis ne voulaient pas révéler publiquement que, malgré leur victoire, il y avait encore des forces ennemies capables de s'échapper. Le 14 juillet 1945, le président Harry S. Truman reçut un mémorandum du ministère de la Marine mettant en garde contre des indications d'activité allemande au sud du 60e parallèle, mentionnant la nécessité d'établir une présence stratégique avant toute revendication internationale. L'amiral Richard E. Byrd, connu pour ses explorations polaires d'avant-guerre, a reçu l'ordre de commencer à préparer des études sur la faisabilité d'opérations massives dans les glaces. Pendant ce temps, l'Union soviétique menait ses propres enquêtes. En août 1945, un rapport du NKVD décrivait des conversations interceptées entre d'anciens membres du parti nazi qui s'étaient réfugiés en Espagne, qui parlaient de bases inaccessibles et de points d'évasion vers le sud. Le document suggérait que l'Antarctique pourrait être utilisé comme abri temporaire pour les sous-marins et les transports aériens équipés pour des vols à longue distance. Mais l'élément qui a le plus alimenté le mystère est l'apparition, en octobre 1945, d'un sous-marin allemand de type 9 au large des côtes de Mar del Plata, en Argentine. L'U-530 a été livré aux autorités sans charge utile visible, mais avec ses journaux de navigation détruits. Le commandant Otto Wermuth refusa de révéler son origine immédiate. 2 mois plus tard, l'U-977 apparaît, avec une histoire similaire. La presse a commencé à spéculer que ces sous-marins avaient déchargé l'équipage, la cargaison et les documents à un moment donné avant qu'ils ne soient représentés. Certains journaux sud-américains ont mentionné pour la première fois le mot « Antarctique » à propos d'une opération secrète allemande. Les États-Unis n'ont pas fait de déclaration publique, mais ont envoyé des agents de l'OSS pour interroger les membres de l'équipage, soupçonnant qu'une partie du haut commandement nazi était toujours en mouvement. L'expédition allemande en Antarctique de 1938 à 1939. Le 17 décembre 1938, le navire allemand MS Schwabenland quitta tranquillement le port de Hambourg. Il ne transportait ni troupes, ni artillerie lourde. À première vue, il s'agissait d'un navire de recherche scientifique, équipé de laboratoires, de chambres d'observation et de 2 énormes catapultes sur son pont central. De là, les hydravions d'Orniewal seraient lancés, des appareils hybrides capables de décoller de la mer pour survoler des territoires glacés et inexplorés. L'insigne du Troisième Reich brillait sur le casque, mais le manifeste officiel évitait toute référence à des fins militaires. Les documents déclarés à la Société des Nations ne parlaient que de recherche météorologique, d'études océanographiques et d'exploration baleinière. Cependant, dans un mémorandum confidentiel du ministère de l'économie du Reich, daté du 9 octobre 1938, Hermann Göring avait écrit « Le véritable but de l'expédition est d'assurer des ressources pour l'autarcie allemande et d'établir des revendications territoriales avant que d'autres puissances ne consolident leur présence. L'expédition dirigée par le capitaine Alfred Ritscher ne s'improvise pas. Il avait été planifié dans le cadre d'un programme d'expansion économique et géopolitique ordonné directement par Hitler, promu après la rupture avec les puissances occidentales et le réarmement clandestin. En 1938, l'Allemagne était déjà fortement dépendante de l'importation de graisses animales de Norvège pour la fabrication de margarine, de savon et de produits chimiques essentiels. Le ministre de l'Alimentation, Walter Darré, a averti que si le Royaume-Uni bloquait les routes maritimes du Nord, le Reich serait vulnérable. L'Antarctique promettait des réserves potentielles de graisse dérivées de la chasse à la baleine et, plus important encore, un accès direct au plateau continental polaire dont le sous-sol était soupçonné d'être riche en charbon, en minéraux rares et peut-être en pétrole.
La Norvège avait déclaré possession de la terre de la reine Maud en 1930. Le Royaume-Uni revendique la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Le traité du Svalbard de 1920 a reconnu certains droits d'exploitation à plusieurs pays. L'Allemagne a été exclue. Pour Hitler, il s'agissait d'une infraction stratégique. L'expédition a dû corriger cette exclusion par un acte de présence énergique. Les journaux allemands l'ont décrit comme un voyage de découverte héroïque. Le Völkischer Beobachter écrivit « Les fils du Reich porteront l'étendard de notre nouvelle ère jusqu'aux dernières frontières de la planète ». Ce qui n'a pas été publié, c'est que l'expédition était accompagnée de géologues SS Ahnenerbe, d'experts en glaciologie militaire et de techniciens en radiocommunication à longue portée. Le Schwabenland est arrivé en Antarctique en janvier 1939. Les températures sont descendues à 15 degrés en dessous de zéro. Le silence polaire était absolu. Le premier hydravion à coque Dornier-Wal, piloté par Richard Heinrich Schirmacher, a été lancé à l'aube du 19 janvier. Depuis les airs, l'équipage a observé ce que les cartes norvégiennes n'avaient jamais enregistré. De vastes étendues de terrain libre de glace, des vallées ouvertes et des lacs qui reflétaient la lumière du soleil comme des miroirs liquides au milieu du désert blanc. Richter a écrit dans son journal « Cela semblait être un paysage impossible. Je n'arrivais pas à croire que cela existait sur ce continent. Si le Reich cherche un endroit pour échapper aux limites du monde connu, cela pourrait être le dernier refuge. » Au cours des semaines suivantes, les hydravions ont effectué plus de 15 vols, larguant des milliers de javelots en métal avec la croix gammée gravée dessus, utilisée pour marquer symboliquement le territoire. Dans les rapports officiels, le nom de Neuschwabenland, Nouvelle Souabe, a été utilisé pour la première fois, en allusion à la région allemande d'où provenait la compagnie maritime qui avait construit le Schwabenland. Les caméras Zeiss ont capturé plus de 11 000 images aériennes. Dans certains d'entre eux, des zones apparemment géothermiques ont été observées, où la glace a fondu en forme circulaire. On parlait de fissures profondes qui pénétraient des kilomètres dans le sous-sol. Un article du géologue Ernst Hermann, daté du 5 février 1939, mentionne « Il est possible qu'il y ait des grottes souterraines chauffées par l'activité volcanique. Des formations ont été observées qui pourraient constituer des entrées naturelles protégées du climat extérieur. » La Norvège protesta diplomatiquement en apprenant les activités allemandes. Le 14 février 1939, le gouvernement norvégien dénonça la violation par l'Allemagne de ses revendications préexistantes. Le Reich répondit que son expédition était de nature scientifique et que le territoire exploré se trouvait en dehors des zones revendiquées par un État. La vérité est que, le 12 février, l'un des vols allemands avait survolé les coordonnées de la carte norvégienne, ce qui a conduit le ministre norvégien des Affaires étrangères, Halvdan Koht, à avertir « Si cette action a des objectifs permanents, elle sera considérée comme un acte d'agression territoriale. » La présence allemande rompt l'équilibre international. Les États-Unis, bien qu'officiellement neutres, ont reçu des rapports directs de l'attaché naval à Oslo, qui a noté que l'expédition allemande semblait avoir une composante stratégique non déclarée. Le président Roosevelt a convoqué Richard E. Byrd, l'explorateur polaire le plus décoré des États-Unis, pour évaluer la possibilité d'une expédition rivale. Byrd a répondu que l'Antarctique était le dernier territoire vierge dont le contrôle pourrait déterminer la suprématie navale future. C'était la première fois qu'un document américain mentionnait l'Antarctique non pas comme une région scientifique, mais comme un front stratégique potentiel. Pendant ce temps, sur le Schwabenland, l'équipage a étudié l'épaisseur de la glace à l'aide de sondes sismiques. Les données ont révélé que dans certaines zones, l'épaisseur de la glace n'était que de 200 mètres, bien en dessous de la moyenne antarctique de 1500 mètres. Cela a suscité des spéculations parmi les techniciens de l'Ahnenerbe sur l'existence d'un plateau sous-glaciaire propice aux installations souterraines. Richter demanda l'autorisation de prolonger la mission, mais reçut des ordres codés de Berlin. Il devait terminer la cartographie et revenir avant la fin du mois de février. Hitler était sur le point de lancer son projet d'invasion de la Pologne et ne voulait pas engager de ressources sur un front encore indéterminé. Le 3 février 1939, Richter rédige le rapport final de l'expédition. Il y déclarait « Le Reich a établi sa présence sur le continent antarctique.
Je recommande une deuxième mission immédiate pour consolider notre revendication et évaluer les éventuelles installations permanentes. Mais cette deuxième mission n'a jamais été autorisée. 7 mois plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Le Schwabenland a été réquisitionné par la Luftwaffe pour des opérations logistiques. Les documents et les photographies de l'expédition ont été transférés à Berlin et classés comme réserve polaire stratégique. Certains officiers de la Kriegsmarine ont insisté pendant la guerre pour que les connaissances acquises en Antarctique soient préservées en tant qu'atout stratégique du Reich en cas d'effondrement continental. Parmi eux se trouvait l'amiral Dönitz, qui, dans un discours aux cadets de la ville de Kiel, a déclaré en 1943 « L'avenir du Reich n'est pas seulement en Europe, mais dans les endroits que l'ennemi considère comme inaccessibles. » Les photographies aériennes du Neuschwabenland ont été scellées sous le sceau de l'affaire secrète du Reich. Aucun document officiel ne mentionne à nouveau le territoire antarctique pour le reste de la guerre. Cependant, à la fin du conflit, lorsque les archives nazies ont commencé à tomber entre les mains des Alliés, l'existence de ces images et documents est réapparue dans les bureaux de renseignement. Au milieu de la défaite, certains responsables américains ont commencé à se demander pourquoi le Reich avait investi des ressources, du temps et de la technologie dans une campagne polaire quelques mois seulement avant de lancer la plus grande guerre de l'histoire moderne, et quel but non déclaré pourrait se cacher derrière cette seule mission sur le continent le plus éloigné de la planète. Les mystérieuses découvertes en Antarctique, des lacs chauds et des bases cachées. Les premiers documents qui ont suscité l'inquiétude des puissances alliées n'appartenaient pas à l'entre-deux-guerres, mais aux années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1947, l'amirauté britannique fait circuler un rapport classifié mentionnant la présence possible de anomalies thermiques jusque-là non cartographiées dans la région de la Reine Maude, compatibles avec une activité géothermique sous-glaciaire, potentiellement exploitable à des fins logistiques humainement durables. Le document avertissait que ces zones coïncidaient avec les régions explorées par l'expédition allemande de 1938. C'était la première indication officielle que l'intérêt allemand pour l'Antarctique pouvait avoir servi à des fins autres que scientifiques. Le soupçon n'est pas né de rumeurs populaires, mais du recoupement de rapports scientifiques avec des informations obtenues lors d'interrogatoires d'officiers supérieurs capturés. Parmi eux, un ingénieur de la Luftwaffe qui a déclaré que dans les derniers mois de la guerre, la faisabilité de bases dans des zones où la chaleur du sous-sol empêchait la formation de calottes glaciaires permanentes avait été discutée. Dans le même temps, dans les archives saisies sur le SS Ahnenerbe à Weichenfeld, les Alliés ont trouvé des cartes incomplètes de l'Antarctique avec des régions marquées par des symboles utilisés par les corps techniques de l'organisation Todt. Le nom Neuschwabenland était accompagné de coordonnées qui ne correspondaient pas aux cartes civiles publiées par l'expédition. L'intérêt scientifique pour les lacs sous-glaciaires n'était pas nouveau. Les géologues norvégiens, lors de l'expédition de Lars Christensen en 1937, avaient signalé des zones étonnamment exemptes de glace. L'un de ces rapports décrivait de l'eau libre au milieu de la glace, alimentée par la chaleur interne du sol, peut-être d'origine volcanique. Cependant, ce sont les photographies aériennes prises par les hydravions Dornier-Waal de l'expédition allemande qui ont fourni les premières preuves tangibles. On y observait des lacs circulaires sans gel, entourés de glaciers. Certains pilotes ont rapporté avoir vu des panaches de vapeur s'élever des fissures de la surface glacée. Le capitaine Alfred Richer a écrit « L'air était chaud près du sol. On sentait une haleine humide qui n'appartient pas à ce continent. Pendant la guerre, les documents de l'expédition ont été laissés sous la garde directe des SS, en particulier du groupe dirigé par Hans Kammler, l'ingénieur responsable des complexes souterrains du Reich. Kammler était connu pour son obsession pour l'ingénierie des tunnels, des cavernes artificielles et des systèmes de ventilation géologique. Il est directement responsable de la construction du complexe souterrain Mittelwerk, où les fusées F-2 sont fabriquées. En janvier 1945, Kammler disparaît avec plusieurs trains chargés de documents techniques et de matériel expérimental. Aucun témoin fiable n'a pu certifier sa mort. L'OSS l'a classé comme une priorité absolue, manquant avec des informations critiques.
Le lien de Kammler avec l'Antarctique n'était explicite dans aucun des dossiers trouvés, mais les interrogatoires d'anciens membres d'Ahnenerbe ont révélé que Kammler avait demandé l'accès aux cartes de Schwabenland. Selon un mémorandum du 24 mars 1945 récupéré par les forces américaines, Kammler aurait déclaré « L'avenir n'est pas sur la Terre, mais en dessous d'elle, là où l'ennemi ne peut pas bombarder ». En 1948, une mission scientifique britannique dirigée par Sir Hubert Wilkins effectue des vols de reconnaissance au-dessus du secteur est de la Terre de la Reine Maud. Les capteurs ont détecté une température anormalement élevée sous la surface en plusieurs points. Les lectures indiquaient entre 5 et 15 degrés Celsius dans des zones qui devraient se trouver sous des calottes glaciaires millénaires. Le rapport notait que la chaleur sous-glaciaire pourrait soutenir la vie bactérienne et, hypothétiquement, des installations géothermiquement autonomes. L'Amirauté a décidé de classer le document au niveau hautement confidentiel. Dans le même temps, en 1952, l'US Navy a partiellement déclassifié le dossier X-324 qui contenait la correspondance entre la CIA et le service de renseignement naval. Une note datée d'avril 1949 indiquait: l'expédition allemande de 1938 a identifié des régions libres de glace d'une valeur stratégique encore indéterminée. Il y a des indications selon lesquelles certains éléments du personnel technique du Reich considéraient ces régions comme des points de relocalisation potentiels. Le rapport suggère qu'une partie du matériel évacué d'Allemagne avant la fin de la guerre a peut-être été transporté dans l'Atlantique Sud et que les sous-marins détectés en 1945 ont peut-être déchargé leur contenu dans des zones non gardées du continent. Des scientifiques allemands capturés dans le cadre de l'opération Paperclip ont été interrogés sur les installations dans les régions polaires. Certains ont nié l'existence de bases militaires, mais ont confirmé que l'expédition en Antarctique avait trouvé des conditions qui permettraient des établissements humains avec une technologie adéquate. L'un d'entre eux, l'ingénieur Wilhelm Exner, déclara en 1946 « Kammler s'intéressait au rapport sur les grottes chaudes, pas nécessairement pour cette guerre, mais pour une éventuelle continuité future du Reich. C'est précisément dans ce contexte qu'est né le concept de base 211, la conjonction de phénomènes géologiques réels, d'une activité géothermique prouvée et d'une disparition documentée des dossiers techniques allemands. Les analystes du renseignement ont commencé à se demander pourquoi les cartes originales du Schwabenland n'apparaissaient pas parmi les dossiers confisqués à Berlin. Le 7 juin 1945, le colonel américain Robert C. Thompson publia un rapport au Pentagone déclarant que les documents originaux de l'expédition antarctique du Reich n'ont pas été retrouvés. Il y a des preuves qu'ils ont été évacués avant la chute de Berlin, peut-être sur ordre de Kammler. Simultanément, l'Union soviétique a publié un bulletin en 1949 affirmant que les Allemands avaient construit des infrastructures souterraines expérimentales dans des zones reculées. Le général Ivan Serov, chef du NKVD, a écrit dans une note « Les régions de chaleur géologique de l'Antarctique auraient pu être utilisées comme abri pour une guerre prolongée. » Bien que le Kremlin n'ait jamais présenté de preuves concrètes, le fait que les services de renseignement soviétiques aient prêté attention à la question en a fait une question d'intérêt stratégique pour les États-Unis. La complexité du mystère ne résidait pas dans la preuve directe, mais dans l'absence de certitude. Pendant la guerre, l'expédition allemande avait été enregistrée comme scientifique. Après la guerre, des documents clés de cette mission ont disparu. La silhouette de Kammler a disparu sans laisser de traces. Les sous-marins allemands, U-530 et U-977, sont apparus en Argentine sans enregistrement complet de leurs itinéraires. Les archives de l'Amirauté britannique ont détecté des lacs chauds sous la glace de l'Antarctique. La marine américaine a classifié des rapports indiquant des zones potentiellement habitables. Aucun de ces faits ne prouvait à lui seul l'existence d'une base allemande. Mais tous, pris ensemble, ont mis en évidence une énigme qui ne pouvait être exclue. Himmler, les SS et l'obsession mystique du Troisième Reich. Contrairement aux armées traditionnelles, la SS n'a pas été conçue seulement comme une force de combat ou de répression, mais comme un ordre idéologique destiné à transformer la conception du monde.
Sous la direction d'Heinrich Himmler, elle acquit un caractère spirituel et presque monastique, dont l'objectif ne se limitait pas à gagner la guerre sur le plan militaire, mais à redessiner l'histoire de l'humanité, les lois de la nature et le destin même de l'être humain. À cette fin, l'Ahnenerbe, la Société pour la recherche et l'enseignement du patrimoine ancestral allemand, a été créée, une institution officielle de l'État nazi chargée d'étudier les vestiges présumés des civilisations antédiluviennes, les vestiges de races supérieures préhistoriques et les lieux géographiques associés à un passé mythique dont le peuple allemand serait l'héritier direct. L'Ahnenerbe n'opérait pas à la marge, mais au centre même du pouvoir. Il bénéficiait d'un financement de l'État, d'un accès direct à des scientifiques de premier ordre et de la protection personnelle de Himmler. Sa structure rassemblait des archéologues, des ethnologues, des géologues, des astronomes, des anthropologues et des techniciens en radiocommunication. Leur mission déclarée était de trouver des preuves matérielles de l'existence d'une origine nordique primitive pour la race aryenne. Des expéditions ont été organisées en Islande, au Tibet, en Carélie et dans le Caucase à la recherche des traces d'une culture ancestrale perdue. Ces missions ne répondaient pas à une logique académique ou à des méthodes scientifiques conventionnelles, mais à une vision du monde dans laquelle le passé n'était pas seulement un objet d'étude, mais une source active de pouvoir spirituel. Himmler était convaincu que la planète avait été le théâtre de civilisations très anciennes possédant des connaissances énergétiques supérieures et que certaines d'entre elles auraient survécu dans des régions inaccessibles sous la Terre ou au pôle. Selon ce point de vue, l'Antarctique n'était pas une masse de glace morte, mais une porte vers la connaissance interdite. Les SS considérèrent les pôles comme les centres magnétiques et spirituels de la planète, où des forces invisibles façonnaient le climat, l'énergie et le destin des nations. Si cette théorie était vraie, le contrôle du pôle Sud signifiait non seulement la domination territoriale, mais aussi l'accès à la source même de la puissance planétaire. Dans ce cadre conceptuel, l'expédition allemande en Antarctique 1938 à 1939 n'a pas été considérée comme une simple entreprise scientifique, comme une autre, mais comme un acte de récupération spirituelle. L'Ahnenerbe interprétait les lacs libres de glace et les zones géothermiques découverts comme des signes d'un ancien équilibre énergétique qui pourrait être exploité par le Reich. L'idée d'une base polaire n'est pas née uniquement de considérations militaires. Elle était liée à l'idée que l'Antarctique pouvait être un centre primordial, une matrice à partir de laquelle reconstruire le monde selon un nouvel ordre racial. Pour Himmler, les glaciers cachaient non seulement des minéraux stratégiques, mais peut-être des vestiges d'une civilisation aryenne atlante antérieure à l'histoire enregistrée. Cette vision du monde a été incorporée dans la doctrine officielle de la SS par le biais de rituels, de symboles et d'enseignements dispensés dans les châteaux de formation spirituelle tels que Wewelsburg. Il enseignait que le Reich devait récupérer les lieux sacrés de la planète afin d'accomplir son destin. L'Antarctique apparaissait sur ces cartes mystiques comme l'un des derniers territoires purs, non contaminés par la modernité ou par des races considérées comme dégénérées par le nazisme. On prétendait que la glace cachait des structures d'origine non humaine ou des vestiges d'une humanité supérieure disparue. Ces approches n'étaient pas marginales, mais faisaient partie du récit interne qui justifiait la nécessité d'expéditions en dehors du continent européen. Bien que la plupart des scientifiques allemands aient ouvertement rejeté les théories ésotériques, ils savaient que la participation à cette recherche garantissait financement et prestige. Le régime a fusionné le discours mystique avec la rhétorique du progrès technologique. Les géologues ont envoyé des rapports techniques sur l'activité volcanique sous-glaciaire, tandis que l'Ahnenerbe a interprété ces données comme la preuve que l'Antarctique pouvait soutenir des colonies cachées. L'État nazi n'a pas fait de distinction entre la science et le mythe lorsque les deux pouvaient servir à des fins d'expansion idéologique. Ainsi, la recherche de sources géothermiques était justifiée à la fois pour leur valeur énergétique et pour leur signification spirituelle. Hans Kammler, à la tête des projets d'ingénierie les plus secrets du Reich, est devenu un pont entre la vision mystique de la SS et l'application de la technologie. Sa spécialisation dans les structures souterraines a coïncidé avec la croyance que l'Antarctique abritait des cavernes naturelles chauffées de l'intérieur de la planète. Peu de temps avant sa disparition en 1945, Kammler a reçu des rapports de l'Ahnenerbe sur de possibles grottes antarctiques.
Selon des documents récupérés par les forces américaines en Bavière, ces grottes auraient été évaluées comme des endroits idéaux pour construire des installations capables de résister aux bombardements nucléaires ou de survivre à un éventuel effondrement de l'ordre mondial. Le lien idéologique entre l'Antarctique et l'avenir du Reich a été renforcé par le concept de Lebensraum mondial. Si l'Allemagne devait s'étendre au-delà de l'Europe, le pôle Sud représentait non seulement une colonie traditionnelle, mais aussi le point de départ d'une nouvelle civilisation. À partir de là, non seulement la domination militaire a été projetée, mais une restructuration complète de l'humanité sous une vision du monde polaire. Les Ahnenerbe considéraient que l'histoire de l'humanité était cyclique et que la prochaine ère devait commencer sur la glace. Richter, Kammler et d'autres officiers reçurent l'ordre d'assurer la présence allemande sur ce territoire à des fins qui transcendaient la guerre actuelle. Au début de la guerre en 1939, les études antarctiques ont été officiellement suspendues, mais la documentation n'a pas été détruite. Il a été classé comme matériau stratégique de la plus haute priorité. En 1943, alors que l'Allemagne se retirait complètement du front de l'Est, Ahnenerbe rédigea un mémorandum secret déclarant que le sort final du Reich ne dépendait pas du contrôle de Berlin ou de Vienne, mais de la survie de son idée dans des lieux que l'histoire n'a pas touchés. La référence aux régions polaires a été interprétée plus tard par les Alliés comme une allusion possible à l'Antarctique. Au cours des interrogatoires d'après-guerre, les officiers SS capturés n'ont pas nié l'intérêt pour l'Antarctique, mais l'ont décrit en termes ambigus. Certains l'ont lié aux ressources minérales, d'autres à des stratégies de retrait. Cependant, les documents saisis chez Ahnenerbe montraient des cartes marquées de symboles qui ne correspondaient à aucune géographie conventionnelle. Les zones ont été identifiées comme des points de convergence énergétique et des zones d'invisibilité stratégique. Les analystes alliés ont conclu que, pour les SS, le territoire antarctique n'était pas un site de recherche neutre, mais une composante essentielle d'une vision du monde qui unissait la race, la terre et la puissance sur le même axe. L'obsession de Himmler pour le pôle Sud n'a jamais été abordée publiquement pendant la guerre, mais elle s'est incarnée dans la structure institutionnelle du Reich. L'Antarctique figurait à la fois comme territoire géopolitique et territoire sacré. Avec la défaite militaire de 1945, cette obsession ne s'est pas éteinte. Cela s'est transformé en suspicion. Lorsque les documents de l'Antarctique ont disparu des archives officielles du Reich, les Alliés en ont déduit qu'ils avaient été délibérément retirés pour protéger des informations jugées trop importantes pour tomber entre des mains étrangères. Le mythe de la base antarctique n'est pas né de l'imagination populaire, mais du fait tangible que les archives ont disparu au moment même où le Troisième Reich s'éteignait en Europe. Le lien entre le mysticisme, la science et la technologie nazie. Le Troisième Reich ne considérait pas la science comme une discipline neutre, mais comme un instrument destiné à révéler et à exploiter les forces les plus profondes de l'univers. Heinrich Himmler a promu l'idée que les connaissances anciennes, la physique moderne et le destin racial du Reich faisaient partie du même axe. Cette vision a conduit à un programme scientifique sans précédent, qui a uni l'ingénierie la plus avancée à des théories peu orthodoxes. Dans les centres de recherche du Reich, les symboles runiques coexistaient avec les équations de résonance électromagnétique et les traités mystiques étaient étudiés aux côtés des écrits de Maxwell et Tesla. Ce qui semblait être de la superstition pour le monde extérieur, pour la structure scientifique nazie, faisait partie d'une quête absolue: maîtriser les forces cachées de la nature afin d'assurer une hégémonie millénaire. C'est dans ce cadre qu'ont émergé des projets qui sont aujourd'hui considérés comme le cœur du mythe technologique du nazisme. L'une des premières a été la mise au point de ce qui allait devenir connu sous le nom de Die Glocke ou la Kampan, un dispositif expérimental qui, selon les témoignages recueillis après la guerre, aurait été testé dans des installations souterraines en Silésie. Le nom Bell ne faisait pas référence à une arme traditionnelle, mais à une machine de forme tubulaire ou ovoïde, entourée d'anneaux métalliques et reliée à des câbles à haute tension. Le but de l'appareil aurait été de générer un champ de torsion en faisant tourner des éléments métalliques en composés liquides à balayage radioactif.
Ces expériences auraient été liées à des théories proposées par des physiciens tels que Walter Gerlach, un pionnier des études sur la séparation magnétique des particules, et aux travaux d'Otto Schumann sur la résonance du champ terrestre. La recherche a également inclus la possibilité de manipuler la gravité à l'aide de vibrations à haute fréquence. Il n'y avait pas de preuve concluante que de telles expériences avaient abouti à des résultats pratiques, mais les documents alliés mentionnent que les scientifiques impliqués étaient des figures réelles et bien connues de la physique moderne. Sa participation à des programmes financés par la SS démontre que le Troisième Reich tentait d'intégrer la science académique à des théories considérées comme marginales en dehors de l'Allemagne. Lors d'interrogatoires d'après-guerre, certains scientifiques ont affirmé que le but ultime de ces expériences n'était pas de créer une arme conventionnelle, mais de découvrir un nouvel état de la matière capable de libérer de l'énergie directement du vide. Le lien entre la physique avancée et le mysticisme n'était pas anecdotique. Pour l'idéologie nazie, l'univers n'était pas régi par des lois mécaniques immuables, mais par des forces dynamiques capables d'être dominées par une race supérieure liée à son origine spirituelle. Les Ahnenerbe considéraient que les civilisations anciennes avaient utilisé ces forces pour construire des structures monumentales et atteindre des niveaux technologiques disparus. Himmler croyait que le devoir du Reich était de récupérer cette connaissance et de restaurer l'équilibre cosmique perdu. Pour ce faire, les scientifiques ont dû étudier non seulement les atomes, mais aussi les champs d'énergie invisibles qui, selon cette vision du monde, structuraient la réalité. Le développement des fusées V2 à Peenemünde a montré que l'Allemagne était prête à repousser les limites de la technologie conventionnelle. Mais des programmes encore plus secrets fonctionnaient sous la direction de Hans Kammler, qui contrôlait les projets classifiés de la Luftwaffe, et de la SS Kammler a coordonné la construction d'installations souterraines où des recherches sur la propulsion alternative et la puissance de terrain ont été menées. Ces installations n'étaient pas seulement destinées à protéger les laboratoires des bombardements alliés, mais aussi à développer un environnement scellé, isolé du monde extérieur, où les conditions de radiation et de température nécessaires aux expériences à haute énergie pourraient être contrôlées. Selon des documents déclassifiés par les services de renseignement américains en 1952, Kammler avait ordonné l'évacuation de plusieurs équipes scientifiques avant la chute du Reich. Une partie de ce matériel a été transférée en Autriche, d'autres en Norvège, et selon certains témoignages, un groupe avait été embarqué sur des sous-marins à destination de l'Atlantique Sud. Les interrogatoires d'après-guerre citent des rumeurs parmi les techniciens SS selon lesquelles les expériences sur le terrain en torsion nécessitaient un environnement géologique sans perturbations électromagnétiques. L'Antarctique, avec ses vastes masses de glace et ses faibles interférences atmosphériques, aurait été considéré comme idéal pour les études de résonance géothermique. Le concept de haut Nebu a également émergé au sein de ces programmes. Il ne s'agissait pas, selon les documents d'interrogatoire, de vaisseaux spatiaux, mais de modèles théoriques pour la création de véhicules à propulsion électromagnétique. L'idée était d'utiliser l'interaction entre les champs gravitationnels et les champs de torsion pour produire un effet de lévitation. Bien que les plans retrouvés ne montrent pas de conception opérationnelle, l'intérêt des SS pour ce type de technologie est réel et documenté. Le lien avec l'Antarctique est né du besoin d'un territoire où le Reich pourrait continuer à expérimenter à l'abri de l'examen international, même après une éventuelle défaite militaire. Les Alliés ont découvert, dans des archives récupérées en Bavière, des mémos mentionnant la recherche d'un endroit hors de portée aérienne ennemie pour déplacer des technologies critiques. L'une d'elles, datée de février 1945, faisait référence aux régions de glace permanentes où la chaleur intérieure de la Terre permet de s'abriter. Les analystes britanniques ont lié ces mots à des rapports de Schwabenland sur des lacs chauds et des grottes sous-glaciaires. Le soupçon selon lequel l'Antarctique était considéré comme un paradis technologique d'après-guerre a commencé à prendre forme dans les cercles du renseignement. La science officielle du Reich était prête à fonctionner dans des conditions extrêmes. Les SS avaient formé des équipes d'ingénieurs spéciales pour construire des installations étanches à l'air, capables de générer leur propre énergie grâce à des réacteurs thermiques. Les études de Schumann sur la résonance de la Terre ont indiqué que certaines zones géographiques pouvaient agir comme des amplificateurs naturels d'énergie.
L'intérêt pour ces domaines était partagé par l'Ahnenerbe et la section d'armement avancé du Reich. L'Antarctique apparaissait dans ces documents comme un territoire aux caractéristiques uniques, isolement total, stabilité géologique dans certaines zones et rayonnement cosmique rare en raison de la convergence du champ magnétique terrestre. La défaite militaire du Reich en Europe n'a pas éliminé ces projets, il les dispersa. Certains scientifiques se sont rendus aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, d'autres ont été capturés par l'Union soviétique. Beaucoup ont disparu. Les Alliés découvrirent que les dossiers les plus sensibles relatifs à la physique de terrain avancée ne se trouvaient pas à Berlin ou dans les principaux centres administratifs du Reich. Ils avaient été transférés. L'US Navy a rapporté en juin 1945 que les documents associés à l'expédition antarctique et aux installations souterraines des SS ne figuraient pas parmi les dossiers saisis. Les analystes en ont déduit que ces documents avaient été délibérément évacués dans le but de protéger la recherche stratégique. La convergence entre mythe, science et stratégie s'est consolidée à cette époque. Les Alliés ne savaient pas si le Reich avait réussi à construire une base en Antarctique, mais ils savaient que le régime avait identifié le continent comme un environnement idéal pour des expériences. L'absence de documents n'était pas une preuve d'inexistence, mais une indication de dissimulation. La combinaison des technologies de pointe, de la recherche électromagnétique, des projets souterrains et des découvertes géothermiques a transformé l'Antarctique en un scénario où le possible et l'inconnu ont commencé à se chevaucher pour les services de renseignement d'après-guerre. C'est dans ce chevauchement qu'est née l'idée que le Reich n'avait pas pris fin avec la chute de Berlin, mais qu'il avait cherché à continuer ailleurs. Et parmi tous les points de la planète, un seul offrait un silence absolu, une énergie cachée sous la glace et la promesse d'un nouveau départ. La rivalité précoce entre l'Allemagne et les États-Unis au sujet de l'Antarctique. Le rapport parvint à la Maison-Blanche à la mi-mars 1939. Il était bref, signé par le ministère de la Marine, et décrivait la récente expédition allemande en Antarctique dans un langage qui ne cachait pas son inquiétude. Il a été question d'atterrissage d'hydravions, de largage de javelots avec la croix gammée et de la proclamation d'une nouvelle région appelée Neuschwabenland. Bien que le gouvernement allemand ait déclaré qu'il s'agissait d'une mission scientifique pour l'étude des baleines et de la météorologie, les analystes américains ne l'ont pas interprété comme un simple geste scientifique, mais comme l'établissement d'une présence allemande symbolique dans l'hémisphère sud. L'Antarctique, jusque-là reléguée à l'exploration académique, entre pour la première fois sur la carte stratégique des États-Unis. Le président Franklin D. Roosevelt, profondément attentif à l'équilibre mondial, considérait l'action allemande comme une indication d'une expansion géographique au-delà du continent européen. Au début de l'année 1939, la politique étrangère des États-Unis s'articulait déjà autour de la projection hémisphérique. La doctrine Monroe, conçue au début du XIXe siècle pour empêcher l'intervention européenne en Amérique, commençait à être interprétée comme un principe applicable également à l'Atlantique Sud. Si le Reich réussissait à consolider une présence, aussi symbolique soit-elle, en Antarctique, cela signifierait un défi direct à la domination américaine dans la région sud de la planète. C'est dans ce contexte que l'expédition antarctique américaine a été organisée entre 1939 et 1941 sous la direction de l'amiral Richard U. Byrd. Officiellement, il s'agissait d'une mission scientifique avec le soutien de la Smithsonian Institution et de la Marine des États-Unis. Cependant, des documents internes du département d'État révèlent que son véritable objectif était stratégique. Évaluer la possibilité d'établir des bases permanentes, identifier les territoires propices aux revendications et étudier si l'Antarctique pourrait accueillir des installations navales. L'expédition a été autorisée en urgence. 3 navires, l'USS Bear, l'USS City of New York et le brise-glace USS North Star, ont pris la mer avec du personnel scientifique et militaire. Byrd reçut des instructions confidentielles. Il devait cartographier la partie orientale du continent et déterminer si les Allemands avaient laissé des marques indélébiles. Le 14 janvier 1940, des avions américains survolent le secteur que les Allemands avaient baptisé Neuschwabenland. L'un des observateurs, le lieutenant James Harold, nota dans son journal qu'ils avaient identifié des marques rectilignes sur la glace, peut-être laissées par de récentes expéditions étrangères. Ces observations n'ont pas été publiées,
mais elles ont confirmé que les États-Unis considéraient la présence allemande comme une menace plausible. Dans l'un des télégrammes envoyés à Washington, Byrd a déclaré que le continent pourrait devenir le dernier grand théâtre de conflit territorial dans les 100 prochaines années. Pendant ce temps, l'Allemagne intensifiait l'intérêt de l'Antarctique par l'arrière. À la suite de l'expédition de 1938 à 1939, des unités de reconnaissance sont créées au sein de la Kriegsmarine pour étudier les routes vers l'Atlantique Sud. Les stations météorologiques allemandes dans l'Atlantique Nord ont été étendues jusqu'au bord du cercle polaire. Des rapports secrets de la marine américaine ont détecté des transmissions cryptées provenant des latitudes sud. Bien que l'emplacement exact n'ait jamais été identifié, on soupçonnait que l'un des sous-marins de type 9 avait opéré à proximité du continent antarctique. Pour les États-Unis, la possibilité que l'Allemagne utilise l'Antarctique comme point d'escale pour les sous-marins était une perspective inacceptable. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, la concurrence en Antarctique a commencé à s'intensifier sur le plan géopolitique. Roosevelt ordonna que toute tentative allemande de revendiquer un territoire en dehors de l'Europe soit neutralisée diplomatiquement ou, si nécessaire, par une présence physique. En décembre de la même année, le conseiller naval William D. Pouleston rédige un mémorandum dans lequel il met en garde. L'hémisphère sud sera la prochaine arène d'endiguement idéologique. L'Allemagne ne cherche pas seulement des territoires, elle cherche des accès stratégiques qui défient la suprématie navale américaine. La tension s'est accrue après l'effondrement de la France en 1940. Les États-Unis craignaient que l'Allemagne, qui contrôlait déjà une grande partie de l'Europe occidentale, n'étende son rayon d'action dans l'Atlantique. Des rapports du FBI mentionnent des mouvements suspects d'agents allemands au Chili, en Argentine et en Patagonie. Bien que cela n'ait pas été rendu public, il y a eu des pourparlers entre la marine et le département d'État au cours desquels la possibilité d'établir une zone d'exclusion stratégique autour de l'Antarctique a été discutée. Il ne s'agissait pas d'une déclaration publique, mais d'une directive visant à surveiller toute tentative d'occupation étrangère du continent blanc. Dans le même temps, la presse allemande commence à diffuser des articles sur l'importance future des territoires polaires. Bien que la plupart se soient concentrés sur l'Arctique, certains ont vaguement mentionné le lien naturel entre le peuple allemand et les peuples du Sud. Un bulletin interne du parti nazi, saisi après la guerre, mentionnait que les régions méridionales représentent la porte de la suprématie définitive du Reich. Cela n'a pas été divulgué, mais cela a confirmé aux analystes américains que l'Antarctique était envisagé dans la doctrine mondiale allemande. L'expédition de Byrd en 1939 a établi 2 bases américaines, la base Ouest et la base Est, toutes deux situées sur le côté Est du continent. Ces installations, bien que présentées comme des laboratoires scientifiques, étaient équipées de radios à longue portée, de stations météorologiques à double usage et de pistes improvisées pour les avions militaires. Byrd envoya un rapport codé à Washington déclarant que le continent avait une valeur stratégique incalculable et recommanda une présence permanente. Le rapport a également noté que bien qu'aucune installation allemande permanente n'ait été trouvée, il y avait des zones où la glace présentait des modifications topographiques récentes qui pourraient indiquer une activité humaine antérieure. Les États-Unis n'étaient pas les seuls à s'en préoccuper. En 1941, avant son entrée officielle en guerre, la Grande-Bretagne a commencé des opérations secrètes dans l'Atlantique Sud. La Royal Navy déploie des stations secrètes sur les îles subantarctiques et lance l'opération Tabarin, officiellement scientifique, mais visant à contrer l'influence allemande. Des rapports britanniques indiquaient que des navires battant pavillon commercial allemand avaient été vus naviguant près des îles Orcades du Sud. La crainte n'était pas une invasion militaire immédiate, mais une présence symbolique qui pourrait être utilisée après le conflit pour reconquérir des territoires stratégiques. La rivalité entre l'Allemagne et les États-Unis au sujet de l'Antarctique n'a pas dégénéré en confrontation ouverte pendant la guerre. Il s'est développé comme une compétition silencieuse, dans laquelle chaque puissance cherchait à établir des preuves de présence, à collecter des données géologiques et à sauvegarder des documents. La mission allemande avait marqué le début. L'expédition de Byrd a été la réponse. Tous deux savaient qu'en dehors de la guerre active en Europe, un nouveau front s'ouvrait. Un front où il n'y aurait ni tranchées ni villes, mais de la glace
des ressources inexplorées et un silence absolu. En décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. L'Antarctique a été momentanément hors des feux de la rampe, mais il n'a pas disparu des archives stratégiques. La marine a classé les données de Byrd dans la classification Polar Priority. Le Reich, pour sa part, réorienta ses ressources vers le front de l'Est, mais ne démantela pas la section antarctique de la Kriegsmarine. À partir de ce moment, le différend sur le continent blanc entrera dans une phase cachée, marquée par des mouvements de sous-marins, des transmissions codées et des mémorandums qui soulignaient que la véritable valeur de l'Antarctique n'avait pas encore été révélée. L'effondrement du Reich et la fuite de ses élites scientifiques et militaires. En avril 1945, alors que Berlin était réduite en ruines, le Troisième Reich commença à se dissoudre non pas en tant que structure de reddition, mais en tant qu'organisation délibérément fragmentée. Des documents récupérés après la guerre montrent que, ces derniers mois, la chancellerie du Reich a émis plus de 20 ordres d'évacuation secrets visant des unités scientifiques, techniques et navales. Les fronts s'effondraient, mais les archives et les connaissances continuaient à bouger. Le chaos de la défaite était aussi une opération de dissimulation. Parmi les personnages les plus énigmatiques de cette fin figurait le général SS Hans Kammler. Ingénieur de formation, il supervisa les programmes technologiques les plus avancés du Reich, les armes 5, les projets énergétiques expérimentaux et les laboratoires souterrains de Silésie. Le 17 avril 1945, Kammler quitte Berlin avec un convoi de 3 camions et un train blindé. À son bord, il transportait des conteneurs métalliques scellés et des documents marqués du sceau Geheime Reichssach. Il n'a jamais été revu avec certitude. Pour l'OSS, sa disparition est l'une des plus grandes énigmes de l'après-guerre. On a supposé qu'il était mort, mais aucun corps n'a été identifié. Les Soviétiques prétendirent l'avoir capturé. Les Américains l'ont nié. La vérité est que les fichiers qu'ils contrôlaient ne sont pas réapparus non plus. À cette même époque, l'amiral Karl Dönitz, successeur désigné d'Hitler, transmettait des ordres codés aux flottes sous-marines de l'Atlantique. Depuis sa base de Flensburg, il a ordonné aux commandants des sous-marins de type 9 et 21 de maintenir une communication minimale et de procéder selon des instructions préalables. Aucun document ultérieur n'a précisé ce que signifiaient ces instructions. Ce que l'on sait, c'est qu'entre avril et mai 1945, plusieurs sous-marins allemands ont quitté la Norvège et le nord de l'Allemagne pour se rendre dans l'Atlantique sans destination déclarée. Beaucoup se sont rendus dans les ports européens, d'autres ont tout simplement disparu. Les services de renseignement alliés ont enregistré un schéma anormal. Entre le 10 et le 20 mai, les stations britanniques et américaines interceptèrent les transmissions du code naval allemand en provenance de l'Atlantique Sud. Il s'agissait de brefs signaux à basse fréquence qui répétaient les coordonnées et les codes météorologiques. Les analystes en ont déduit qu'ils provenaient du déplacement de sous-marins. Au moins une douzaine de messages ont été captés avant qu'ils ne cessent complètement. Aucun n'a coïncidé avec des flottes connues ou des unités qui se sont rendues. Dans la région du Tyrol, les Alliés ont trouvé des documents mentionnant l'évacuation de matériel scientifique prioritaire. Parmi les listes figuraient des noms de physiciens et de techniciens liés à des projets énergétiques avancés ainsi que des ingénieurs associés à Kammler. Certains ont ensuite été localisés en Bavière ou en Autriche, d'autres n'ont jamais paru. Des vols non identifiés ont été enregistrés au décollage de Prague et d'aérodromes de fortune dans le nord de l'Allemagne au cours des dernières semaines de la guerre. Les dossiers de la Luftwaffe indiquaient les destinations vers la Norvège, mais les registres d'arrivée étaient incomplets. Lorsque Berlin tomba le 2 mai, le nouveau gouvernement provisoire de Dönitz, basé à Flensburg, essayait toujours de négocier la reddition. Cependant, la Kriegsmarine a continué à fonctionner. Les sous-marins U-530 et U-977 ont été signalés en mission jusqu'en juin. Tous deux sont apparus quelques semaines plus tard sur la côte de Mar del Plata en Argentine. Ces commandants ont prétendu s'être échappés pour éviter d'être capturés, mais ont refusé de préciser leur itinéraire. Les rapports d'interrogatoire de l'amirauté argentine ont noté que les équipages ont détruit tous les carnets de navigation avant de se rendre. Les États-Unis envoyèrent des agents de marine pour les interroger. Les réponses étaient évasives. Aucune preuve de contrebande ou de cargaison n'a été trouvée,
mais le silence des marins a alimenté le soupçon qu'ils avaient débarqué quelque chose ou quelqu'un à un autre moment avant de se rendre. Au même moment, les services alliés enquêtaient sur un réseau d'évasion clandestin connu sous le nom d'Odessa, chargé de transporter d'anciens responsables du parti et des scientifiques en Amérique du Sud. Des documents déclassifiés des décennies plus tard révèlent qu'entre 1945 et 1947, des centaines de membres de l'appareil nazi ont réussi à atteindre l'Argentine, le Chili et le Paraguay avec l'aide d'organisations ecclésiastiques et commerciales. Cependant, un groupe plus restreint, composé d'ingénieurs, de pilotes et d'officiels techniques, a complètement disparu des registres. Certains analystes américains ont lié ces disparitions aux ordres d'évacuation émis par Kammler et Dönitz. En parallèle, les soviétiques menaient leurs propres enquêtes. Le NKVD a récupéré en Pologne un ensemble de plans d'installation souterraines qui, selon ses ingénieurs, pourraient être adaptés pour être utilisés dans les régions polaires. Les documents ont été immédiatement classifiés. Moscou soupçonnait l'Allemagne d'avoir construit des abris souterrains en Norvège ou plus au sud et ordonna à ses unités navales de surveiller l'Atlantique. Dans ses rapports, la possibilité de zone d'évasion vers les latitudes méridionales est mentionnée. La CIA, créée peu de temps après, a hérité de ces rapports et les a réexaminés dans le contexte de la guerre froide. L'idée que le Reich avait planifié sa survie au-delà de l'Europe s'est renforcée entre 1946 et 1947. Les services de renseignement américains ont croisé les données des vols de reconnaissance alliés avec les mouvements des navires allemands qui ne se sont pas rendus. Dans l'un de ces rapports, daté du 22 juillet 1946, il est conclu qu'une partie substantielle de l'appareil scientifique allemand a peut-être été évacuée avant l'effondrement du Reich. Le document ne mentionne pas directement l'Antarctique, mais note que l'Atlantique Sud reste un angle mort pour le contrôle allié. La référence a alimenté les spéculations pendant des décennies. Les témoignages des marins alliés ajoutaient encore plus d'incertitudes. En juin 1945, un destroyer britannique rapporta avoir détecté un sous-marin dans les profondeurs de la Géorgie du Sud. Lorsqu'ils ont essayé d'établir le contact, l'objet a disparu des radars. Quelques jours plus tard, un avion de reconnaissance américain a repéré un sillage submergé se déplaçant vers le sud. Aucun reste n'a été récupéré et le bateau n'a pas été identifié. Le rapport a été classé dans la catégorie « aucune pertinence tactique », mais a été rouvert des années plus tard lorsque des rapports sur des bases allemandes secrètes ont commencé à circuler. Au fur et à mesure que le Reich se désintégrait, les preuves de ces plans se développaient également. De nombreux dossiers ont été brûlés dans les cours des ministères, d'autres emballés et transportés vers l'ouest dans des trains sans destination. Les Alliés occupaient des usines vides, des tunnels fermés et des bunkers scellés. Dans certains, ils ont trouvé des machines inconnues, des pièces métalliques recouvertes de déchets radioactifs et des générateurs électriques de conception expérimentale. Aucun document technique n'accompagnait les installations. Les ingénieurs de l'OSS ont conclu que les systèmes de classement et les prototypes ont été intentionnellement retirés avant l'arrivée des troupes. L'effondrement du Reich n'était pas seulement politique ou militaire, c'était un retrait stratégique du savoir. L'Allemagne a compris avant tout le monde que la guerre moderne serait décidée par la science. Lorsque cette guerre a été perdue, la connaissance a dû survivre. Les territoires et les capitales n'avaient plus d'importance. L'essentiel était de préserver les hommes, les plans et les idées. Ainsi, tandis que les troupes soviétiques hissaient leur drapeau au-dessus du Reichstag, des navires sans pavillon traversaient l'Atlantique, des avions disparaissaient en route vers le nord et le sud, et les noms de scientifiques allemands étaient effacés des listes de prisonniers. À la fin de l'année 1945, les Alliés reconnurent qu'ils ne savaient pas exactement combien de sous-marins allemands étaient encore opérationnels. Certaines estimations parlaient d'une vingtaine de navires disparus. La marine américaine a qualifié la situation de « anomalie post-reddition ». Les soviétiques ont prétendu que les sous-marins avaient coulé. Les Américains ne l'excluaient pas, mais ils n'y croyaient pas non plus. Le dernier rapport d'activité non identifié dans l'Atlantique Sud est daté du 9 août 1945. Puis, le silence. Les projets secrets, dit Glock, et les armes de la technologie de pointe. Lorsque le Troisième Reich a compris que la guerre conventionnelle était perdue, il n'a pas abandonné la lutte dans le domaine de la science.
Au début de 1944, l'Office de l'armement du Reich transféra ses projets les plus secrets dans des installations souterraines en Silésie, en Autriche et dans les Sudètes. Il s'agissait de complexes protégés sous les montagnes et les mines de sel, avec des tunnels scellés et des laboratoires blindés. Les physiciens, ingénieurs et spécialistes les plus importants du Reich y opéraient, sous la stricte surveillance d'un homme dont la figure est devenue une ombre dominante sur les derniers jours du régime, Hans Kammler. Avec le pouvoir direct accordé par Heinrich Himmler et Hitler, Kammler a dirigé tous les programmes d'armement avancés, des fusées F-2 aux prototypes d'avions non conventionnels. L'un de ces projets portait le nom de code Die Glocke, The Bell. Les interrogatoires d'après-guerre, en particulier la déclaration du général SS Jakob Sporenberg aux autorités polonaises en 1950, décrivent Die Glocke comme un appareil métallique de forme ovoïde, entouré d'un cadre à anneaux concentriques. On disait qu'il contenait 2 cylindres rotatifs remplis d'un composé liquide extrêmement dense, étiqueté Xerom 525. Les techniciens impliqués ont été contraints de signer des serments de confidentialité sous peine de mort. L'objectif exact du projet n'a jamais été officiellement déclaré, mais des témoignages ont convenu qu'il cherchait à générer un champ électromagnétique en rotation, peut-être pour la recherche sur l'antigravité ou la libération d'énergie du vide quantique. La participation de scientifiques de renom tels que Walter Gerlach, pionnier de l'étude du magnétisme quantique, et Otto Schumann, expert en résonance terrestre, a confirmé que le projet n'était pas un fantasme marginal, mais un véritable programme scientifique financé par l'État. Des documents saisis par l'Armée rouge en 1945 révèlent des calculs sur les cavités résonantes, la fréquence de Schumann et le couplage champ-matière. Le rapport de l'OSS de juillet 1946 notait que le gouvernement allemand explorait des théories radicales sur le contrôle du champ gravitationnel et l'utilisation du rayonnement de torsion à des fins de propulsion. Le dispositif Die Glocke n'était pas la seule expérience avancée du Reich. En parallèle, il y avait des programmes tels que Onnebu et Vril, qui se référaient, selon des sources alliées, à des études sur des avions à propulsion électromagnétique. Il n'y a aucune preuve que ces projets aient atteint le stade du prototype fonctionnel, mais les dossiers du ministère de l'Aviation montrent que des ressources ont été allouées au développement de aéronefs sans profil aérodynamique traditionnel. Les laboratoires du complexe Mittelwerk, où les fusées V2 ont été fabriquées, contenaient des conceptions d'engins circulaires qui auraient utilisé des moteurs à plasma ou des générateurs de champs rotatifs comme source d'impulsion. L'intérêt du Reich pour ces technologies n'était pas simplement théorique. Adolf Hitler et son entourage croyaient que la guerre ne devait pas être gagnée par la quantité, mais par la découverte d'un principe physique supérieur qui permettrait de dépasser les limites de l'aviation conventionnelle et de la balistique. Le programme de fusée, dirigé par Werner von Braun, était un exemple tangible de cette vision. Mais les projets de Kammler sont allés plus loin. Il cherchait une révolution technologique capable de modifier l'équilibre mondial des pouvoirs. Les Alliés ont découvert dans des tunnels des Sudètes des pièces de générateurs électriques qui ne correspondaient à aucune technologie connue, des revêtements de plomb et de thorium, et des bancs d'essai capables de générer des impulsions de fort rayonnement. Lorsqu'il évacua Berlin en avril 1945, Kammler aurait personnellement supervisé le transfert de Die Glocke de l'installation de Wenceslas en Silésie vers un lieu inconnu. Des témoins ont déclaré que 2 scientifiques avaient été exécutés sur place pour avoir parlé du projet. Sporenberg lui-même a déclaré que le Bell avait été transporté à bord d'un avion cargo Junkers Ju 390, se dirigeant vers le nord ou le sud. Aucun document officiel n'a confirmé la destination. Aucun reste de l'avion n'a non plus été retrouvé en Europe après la guerre. Les Soviétiques capturèrent une partie du complexe d'essai et emmenèrent plusieurs ingénieurs de l'équipe de Gerlach. Des groupes scientifiques soviétiques ont travaillé pendant une décennie pour essayer de reproduire les expériences décrites dans les documents allemands. Les États-Unis, quant à eux, ont obtenu des plans de laboratoires souterrains qui mentionnaient des champs d'énergie de rotation et des structures conçues pour résister à l'exposition à des radiations intenses. L'OSS conclut que le Reich était sur le point de réaliser une découverte importante dans le domaine de l'électromagnétisme appliqué.
Après la guerre, la marine américaine a publié un rapport sur les installations souterraines du Reich dans lequel il a été noté que les technologies les plus avancées ne se trouvaient pas aux endroits prévus. De nombreuses installations étaient vides ou détruites. Les plans les plus importants avaient disparu. Les scientifiques les plus engagés dans les projets de Kammler ne faisaient pas partie des prisonniers. Tout indiquait qu'il n'y avait pas eu d'effondrement désordonné, mais une extraction planifiée. Certains enquêteurs de la CIA ont suggéré que certains de ces programmes pourraient avoir été retirés du théâtre européen peu de temps avant la capitulation. Le lien avec l'Antarctique est né d'un détail mineur inclus dans un rapport britannique de 1948. Le document faisait référence à un mémorandum du ministère de l'Armement du Reich, trouvé dans une mine de sel du sud de l'Allemagne, qui mentionnait l'établissement de laboratoires dans les territoires sûrs du Sud pour le développement du programme spécial. Il n'a pas été précisé si ces territoires étaient sud-américains ou antarctiques. Cependant, le mot « austral » a attiré l'attention des analystes américains, car il correspondait au réseau de sous-marins qui avaient opéré dans l'Atlantique Sud pendant les derniers mois de la guerre. À la fin de 1946, le rapport secret X-07 du renseignement naval américain a enregistré une note mentionnant un possible transfert de matériel du programme de terrain dans une région de glace où il n'y a pas d'observateurs. La phrase exacte se lisait comme suit. Il est considéré comme plausible que le Reich ait tenté de sécuriser sur le territoire de l'Antarctique un refuge pour le développement de nouvelles armes basées sur des phénomènes non aérodynamiques. Aucune preuve concluante n'est disponible. C'était la première fois qu'un document allié reliait directement les expériences du Reich à une possible projection vers le continent blanc. Le rapport a été immédiatement classé sous la classification maximale. Opération High Jump, 1946 à 1947. La flotte américaine dans les glaces. Le 26 août 1946, un mémorandum classifié des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, identifié sous le numéro JCS 138-5, autorisait la plus grande opération navale jamais enregistrée en temps de paix. L'ordre mentionnait l'établissement de la présence américaine sur le continent antarctique à des fins de formation, de recherche et de consolidation géopolitique. Le langage administratif dissimulait la véritable nature de la mission. Parmi ses objectifs réels figurait l'étude des conditions des opérations aériennes dans les régions polaires, l'évaluation du potentiel de l'ennemi dans les territoires australs et l'étude d'éventuelles installations cachées sous la glace. Le document indiquait que la mission devait être achevée rapidement avant que l'Union soviétique ne puisse réagir. L'opération a été baptisée High Jump et a été commandée par l'amiral Richard Evelyn Byrd, l'explorateur polaire le plus célèbre des États-Unis, un vétéran des expéditions précédentes. Byrd a compris que cette fois-ci, il ne dirigeait pas une mission scientifique, mais une opération militaire secrète sous couvert de recherche. Sa flotte comprenait 13 navires, dont le porte-avions USS Philippine Sea, les destroyers USS Brownson et USS Henderson, le brise-glace USS Burton Island, le sous-marin USS Senet et des navires de soutien équipés d'hélicoptères, de bombardiers PBM Mariner et de chasseurs F-4U Corsair. Plus de 4000 hommes faisaient partie du contingent. C'était une force suffisante pour envahir un petit pays. Leur destination, l'Antarctique. Le 2 décembre 1946, la Task Force 68 quitta le port de Norfolk, en Virginie. Alors que la presse annonçait que les États-Unis se préparaient à étudier le climat polaire et à former leurs troupes, les analystes militaires soulignaient que le déploiement était sans précédent pour une mission scientifique. Le Pentagone avait autorisé des règles d'engagement en cas de contact hostile non identifié, une clause jamais utilisée auparavant dans les missions de recherche sur le climat. L'amiral Byrd avait des ordres précis, effectuer une reconnaissance aérienne intensive, établir des bases temporaires sur la glace et cartographier des régions jamais vues auparavant par les forces alliées. L'objectif officiel était d'étudier la faisabilité de futures bases en Antarctique pour des opérations aériennes stratégiques. L'objectif non affiché était de confirmer s'il y avait une présence étrangère, allemande ou soviétique, sur le continent. Les documents navals de l'époque mentionnaient des inquiétudes légitimes concernant les mouvements allemands avant 1945 et la possibilité que les restes de l'appareil scientifique du Reich aient été évacués.
La présence de sous-marins américains et l'inclusion d'un armement important dans l'expédition ont montré que le gouvernement n'excluait pas de rencontrer de la résistance. La flotte arrive dans le secteur antarctique au début de janvier 1947. Les conditions météorologiques extrêmes ont transformé chaque manœuvre en une opération risquée. Les avions ont décollé du pont du porte-avions Philippine Sea pour des missions de reconnaissance. Ils ont survolé de vastes étendues de glace, enregistrant des anomalies topographiques et des zones de terrain exposées. L'un des pilotes inscrits dans le carnet de vol a décrit « des zones où la glace s'ouvre, révélant de l'eau liquide et de la roche nue ». Certains rapports internes mentionnaient des fumées thermiques et un brouillard constant non causé par des conditions atmosphériques normales. Les cartes produites au cours de ces semaines montraient des régions sans couverture glaciaire qui ne correspondaient pas aux observations faites lors de l'expédition de Byrd en 1939. Le 30 janvier, un avion PBM Mariner a disparu lors d'un vol de reconnaissance. Les autorités ont signalé une explosion dans les airs, mais le rapport final a été immédiatement classifié. 3 jours plus tard, un autre avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence pour des raisons non identifiées. L'équipage a affirmé avoir été attaqué par une rafale de vent anormale qui a altéré les instruments. Le rapport officiel l'a attribué à des orages, mais les conditions météorologiques n'ont montré aucune activité inhabituelle. Byrd a demandé l'autorisation de suspendre les vols dans certaines zones en raison de la présence de phénomènes inconnus. Les États-Unis n'étaient pas la seule puissance à regarder. L'URSS qualifia High Jump d'acte de militarisation du continent blanc et envoya des protestations diplomatiques. La Grande-Bretagne, qui avait déjà mis en place l'opération Tabarin dans l'Atlantique Sud, envoya des rapports confidentiels recommandant de surveiller avec une extrême attention les activités américaines dans le secteur de l'Antarctique. Le 12 février, l'un des navires américains a détecté des signaux radio à basse fréquence qui ne correspondaient pas aux transmissions soviétiques ou britanniques. Les opérateurs n'ont pas été en mesure d'établir le contact. Les signaux cessèrent 2 jours plus tard. Le retrait soudain de l'opération High Jump et les déclarations de Byrd. Le 3 mars 1947, moins de 8 semaines après son arrivée sur le continent antarctique, la flotte américaine de l'opération High Jump reçut l'ordre inattendu de cesser toutes ses activités et d'entreprendre le retour immédiat à la maison. Il n'y a pas eu d'avertissement préalable ni d'explication officielle. Les communications du Pentagone ont utilisé le langage du regroupement logistique, mais le personnel à bord a interprété le retrait comme une manœuvre d'urgence. Certaines équipes n'ont même pas été en mesure de récupérer leurs instruments. Des avions de reconnaissance ont été abandonnés sur la glace. Byrd n'a pas contesté l'ordre, il l'a simplement exécuté. Les navires commencèrent à naviguer vers le nord dans le secret absolu. Contrairement au voyage aller, il n'y a pas eu de communication avec la presse ni de déclaration sur les réalisations scientifiques. Seuls les envois codés adressés aux chefs d'état-major interarmés étaient enregistrés. Au cours de la traversée, les médecins ont signalé des cas d'épuisement extrême parmi les équipages, accompagnés d'épisodes d'anxiété et de réactions de stress à des phénomènes non identifiés lors d'opérations de reconnaissance. Aucune partie n'a été divulguée publiquement. Lorsque la flotte est arrivée au port de Valparaiso, au Chili, l'amiral Byrd a accepté de donner une brève interview aux journalistes locaux avant de partir pour les États-Unis. La conversation dura moins de 10 minutes, mais il laissa une phrase qui déconcerta les personnes présentes et déclencha des alarmes à Washington. Il est impératif que les États-Unis adoptent des mesures de défense contre la possibilité qu'une nouvelle forme d'avion, capable de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables, puisse menacer n'importe quelle nation. La transcription est parue le lendemain dans le journal El Mercurio. Quelques heures plus tard, l'ambassadeur des États-Unis a soumis une note diplomatique demandant que le fragment soit retiré de la presse. Le journal a reçu l'ordre de retirer l'interview des futures éditions. Byrd a été transporté par avion du Chili directement à la base navale de Norfolk, puis à Washington, D.C., pour être interrogé devant le Comité de la Défense nationale. Les sessions se sont déroulées à huis clos. Aucun procès-verbal public n'a été enregistré. Selon des documents déclassifiés en 1994, les sujets abordés comprenaient les contacts aériens non identifiés, les perturbations électromagnétiques observées près de la plateforme de glace,
et les phénomènes atmosphériques incompatibles avec les tempêtes traditionnelles. Bien que le Pentagone n'ait jamais publié de détails, la session s'est terminée par la classification de tous les rapports de vol de la Task Force 68 comme top secret. Les mois qui suivent sont marqués par la contradiction entre le récit officiel et la perception stratégique. Le département de la Marine a déclaré dans un communiqué que l'opération avait été un succès scientifique, axé sur la préparation du personnel à des conditions extrêmes. Cependant, les milieux militaires discutaient de l'annulation soudaine d'une mission qui, selon son plan initial, devait durer 8 mois. Les analystes ont conclu que le retrait n'était pas dû aux conditions météorologiques ou à des défaillances logistiques, mais à des facteurs imprévus qui ont modifié l'objectif principal de l'opération. La réaction en Union soviétique a été immédiate. En mai 1947, le journal Pravda publia un article intitulé « L'impérialisme américain en Antarctique », accusant les États-Unis de tenter d'établir des bases militaires près de l'hémisphère sud, sous prétexte de science. La note indiquait que le retrait soudain montrait que les États-Unis rencontraient une résistance d'un type inconnu. Bien que le gouvernement américain ait nié cette affirmation, le commentaire n'a pas disparu des rapports internes du Pentagone. Dans le même temps, le département d'État a reçu des rapports d'ambassade en Amérique du Sud sur des rumeurs circulant entre des officiers de marine chiliens et argentins. Certains ont parlé de objets émergeant de l'eau lors de patrouilles américaines. D'autres ont mentionné des explosions sans source visible, enregistrées par les navires dans les premières semaines de l'opération. Aucun de ces rapports n'a pu être vérifié, mais ils ont été mis de côté parce qu'ils coïncidaient sur un point. Les opérations aériennes américaines avaient détecté quelque chose d'inattendu au-dessus du continent blanc. Le gouvernement américain, conscient du risque que courait toute fuite d'informations liées à des phénomènes inconnus, a décidé d'établir un protocole pour faire taire les déclarations du personnel participant à l'opération. Plusieurs officiers ont été réaffectés à des bases éloignées et forcés de signer des accords de confidentialité. Richard Byrd fut temporairement retiré du service actif et envoyé à sa résidence en Virginie. Officiellement, il a été expliqué qu'il souffrait d'épuisement. Officieusement, il avait été retiré des projecteurs publics. Le plus significatif s'est produit en juin 1947, lorsque le Comité sur la sécurité intérieure a publié un mémorandum confidentiel avertissant que les informations recueillies dans l'hémisphère sud nécessitent la poursuite d'enquêtes stratégiques dans le cadre de protocoles spéciaux. Le document indiquait qu'il devait préserver l'avantage obtenu et empêcher d'autres puissances de découvrir la nature des phénomènes observés. Le terme utilisé pour désigner ces phénomènes n'était pas « ennemi » ou « rival », mais « potentiel non identifié ». Les États-Unis n'ont pas déclaré publiquement l'existence d'une telle menace. Il n'a pas communiqué au monde que l'Antarctique n'était pas un territoire vide. Il n'a pas annoncé qu'il avait trouvé quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Mais le langage des mémos du Pentagone a changé de manière irréversible. Les références à la région ont cessé d'appartenir au département de la coopération internationale et ont été transférées directement au comité conjoint du renseignement. L'Antarctique avait cessé d'être une étape d'exploration pour devenir un front stratégique dont la véritable nature ne pouvait être révélée. L'opération High Jump s'est officiellement terminée le 24 juin 1947. La même semaine, les chefs d'état-major interarmés ont publié un nouvel ordre. Toutes les informations relatives aux activités militaires dans les territoires du Sud sont classées en classification permanente. Aucune autre communication ne sera autorisée sans l'approbation de la commission mixte du renseignement. La prétendue guerre cachée et les échos du phénomène OVNI. Le 24 juin 1947, quelques jours seulement après l'arrêt officiel de l'opération High Jump et le classement de ses dossiers, un pilote civil américain du nom de Kenneth Arnold survolait le mont Rainier dans l'État de Washington. Depuis le cockpit de son Colère A2, il a observé 9 objets métalliques se déplaçant à une vitesse énorme en formation. Arnold a décrit son mouvement comme « des soucoupes rebondissant sur l'eau ». L'expression serait interprétée à tort comme la forme de l'objet, donnant naissance au terme « soucoupe volante ». Ce qui préoccupait le plus l'armée de l'air, ce n'était pas la description publique, mais la vitesse estimée, plus de 1600 km/h, un chiffre impossible pour un avion connu. L'observation n'a pas été exclue. Il était classifié.
Moins de 2 semaines plus tard, le 8 juillet, un communiqué de presse de la base aérienne de Roswell, au Nouveau-Mexique, annonçait qu'un disque volant avait été récupéré dans un ranch voisin. Quelques heures plus tard, la déclaration a été rétractée et remplacée par une autre affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Mais le mal était fait. La nouvelle a fait le tour du monde et ce qui semblait être un événement isolé a commencé à prendre des dimensions stratégiques. Les services de renseignement américains ont détecté que, depuis mars de la même année, des incidents similaires avaient été enregistrés sur des bases aériennes de l'hémisphère sud, notamment sur l'île Heard, dans l'archipel des Kerguelen et sur la côte de la terre de la Reine Maude en Antarctique. Le schéma temporel était évident pour certains analystes militaires. Les premiers rapports d'objets non identifiés ont commencé à s'intensifier immédiatement après la retraite abrupte de High Jump. Un rapport interne daté du 10 juillet 1947 et signé par le renseignement naval notait « Une activité aérienne non identifiée a été enregistrée dans l'hémisphère sud avec une fréquence inhabituelle. Il est recommandé de corréler ces rapports avec les données recueillies lors de la récente opération polaire. La corrélation n'a jamais été rendue publique. Il était classifié en vertu des protocoles du Comité conjoint du renseignement. Les témoignages des pilotes de la Task Force 68, cachés pendant des décennies, mentionnent des lumières qui montaient verticalement de l'horizon glacé et des objets qui volaient sans émettre de son et disparaissaient avec une accélération instantanée. Bien que ces comptes n'aient pas été incorporés dans les bulletins météorologiques officiels, ils ont été enregistrés dans des journaux de bord personnels, confisqués à l'arrivée à Norfolk. Richard Baird, dans son interrogatoire devant le Pentagone, aurait mentionné « des artefacts capables de surmonter la courbure de la Terre en peu de temps », bien que cette déclaration n'apparaisse dans aucun document public. Simultanément, l'Union soviétique a commencé à signaler des observations inhabituelles dans l'Arctique. Les radiologues soviétiques de la péninsule de Kola ont détecté des perturbations électromagnétiques similaires à celles enregistrées par la flotte américaine en Antarctique. Dans un rapport envoyé au Kremlin en août 1947, le contre-amiral Ivan Yumashev écrit « Si les Américains ont trouvé quelque chose dans le sud, nous devons supposer qu'il n'est pas d'origine terrestre ou qu'il a été développé par des éléments du Reich établis dans des régions inaccessibles. » L'URSS n'a pas écarté l'hypothèse d'un transfert de technologies allemandes, les États-Unis non plus. Le climat de tension s'intensifie lorsque, le 23 juillet 1947, l'armée de l'air détecte un objet non identifié survolant la base navale de San Diego, se déplaçant en direction du Pacifique Sud. Les opérateurs radars ont affirmé que l'objet s'est élevé à plus de 25 000 mètres avec une accélération instantanée. Les responsables de la marine ont suggéré que le phénomène pourrait être lié à une technologie étrangère avancée. C'est dans ce contexte qu'a été créé le projet SIGN, la première commission officielle américaine chargée d'analyser des phénomènes aériens non identifiés. Son mémorandum fondateur indiquait que les objets observés représentaient une nouvelle forme d'avion et une menace potentielle pour la sécurité nationale. Les fichiers du projet SIGN comprenaient des références explicites à l'hémisphère sud. Un document interne mentionne « Il est possible que certains objets proviennent de bases cachées hors de portée des radars continentaux ». Dans une copie adressée au renseignement naval, il a été ajouté « Les modèles d'observation coïncident avec les routes océaniques vers les latitudes subantarctiques ». C'était la première fois que le phénomène aérien inconnu était lié au sein de l'appareil de sécurité américain à des régions proches de l'Antarctique. Pendant ce temps, en Argentine, au Chili et en Uruguay, des lumières ont été signalées au-dessus de la mer et des objets émergeant de l'eau. En septembre 1947, des pêcheurs de Patagonie rapportèrent avoir vu des cercles métalliques survoler le canal de Beagle avant de disparaître vers le sud. Les marines de ces pays ont effectué des patrouilles sans résultat. Mais les rapports ont été partagés avec l'ambassade des États-Unis, qui les a transmis directement au comité conjoint du renseignement à Washington. Des documents d'après-guerre ont également révélé que, pendant l'opération High Jump, un certain nombre d'avions avaient enregistré des perturbations magnétiques et des observations non incluses dans les rapports scientifiques. Un pilote de l'escadron VB-32, selon un rapport de la marine du 2 mai 1947, a décrit
une formation brillante se déplaçant dans une direction est-ouest au-dessus du bord de la glace. Lorsqu'ils ont essayé de le suivre, l'avion a commencé à perdre de l'altitude sans cause mécanique apparente. Ce type d'incident a été dissimulé par des rapports techniques qui ont attribué les défaillances à des tempêtes géomagnétiques. En novembre 1947, le Pentagone tint une séance à huis clos au cours de laquelle un document classifié sous le code FZ-47 fut distribué. Le texte indiquait l'accumulation de rapports aériens non identifiés, en particulier dans les hémisphères polaires nord et sud, indique l'existence possible d'un phénomène systémique. L'hypothèse d'une technologie inconnue contrôlée par des agents non déclarés n'est pas exclue. Bien que le document ne mentionne pas directement l'Allemagne ou l'Antarctique, plusieurs annexes font référence à des rapports relatifs à la Task Force 68. Richard Byrd est rappelé à Washington à la fin de 1947. Son rapport final a été intégré au dossier du projet Sign. Selon une note interne du colonel Howard McCoy, Byrd a déclaré que certains des phénomènes observés en Antarctique semblent répondre à des modèles de mouvement intelligents. Il n'a pas été autorisé à continuer. La séance s'est terminée brusquement. Le rapport a été scellé avec la classification Top Secret, données restreintes. Le 30 décembre 1947, le Comité de la Sécurité nationale a publié une directive avec un titre qui a marqué un tournant dans l'histoire militaire américaine. À partir de cette date, toutes les activités liées à des phénomènes aériens non identifiés doivent être analysées dans le cadre de protocoles de menaces extrêmes pour la sécurité continentale. Une relation directe s'établit entre ces phénomènes et d'éventuelles installations cachées en dehors du continent américain. De cette dissimulation est né l'un des mystères les plus anciens de l'histoire contemporaine et qui a pour cadre principal l'un des endroits les plus inhospitaliers et hostiles de la planète. Que s'est-il réellement passé en Antarctique ?